Nous avons tous souvenir d'avoir dû apprendre une leçon par cœur. On se souvient tous d'avoir passé quelques après-midi à lire les questions les plus probables, en cachant les réponses et en se les répétant pour que ça rentre. Bien sûr, après l'examen, on appuyait sur le bouton de remise à zéro pour bien faire de l'espace dans notre cerveau pour le prochain contrôle. Cette technique peut donner quelques bons résultats et nous avons tous retenu quelques notions, évidemment. Mais avons-nous réellement appris quoi que ce soit ? Pas si sûr. Je vous l'accorde, les sujets abordés étaient peut-être un peu éloignés de nos préoccupations. Mais la signifiance, ou son absence d'ailleurs, réussit mal à expliquer à elle seule pourquoi l'information que nous avons tenté d'ancrer dans notre mémoire s'est échappée si facilement par la suite. Que mémorise-t-on ? Comment mémorise-t-on ? Quand mémorise-t-on ? Pourtant, mon cerveau reçoit une foule d'informations et de signaux divers, parfois pertinents, parfois futiles, pour lesquels je n'ai jamais investi une seule minute d'apprentissage. Comment expliquer ce phénomène ? C'est peut-être que mon but n'était pas explicitement de retenir ces notions-là par cœur, mais plutôt de les modéliser sous forme d'un savoir pour en faire quelque chose d'intéressant pour moi. C'est parce que j'ai mis en œuvre une capacité d'analyse, d'évaluation ou de création de quelque chose de précis avec ce savoir que je l'ai ancré dans ma mémoire. Le fait est que j'étais plutôt en train d'analyser, d'évaluer ou de créer quelque chose avec ces savoirs quand ils se sont ancrés dans ma mémoire. Nous avons tenté de trouver une explication à ce phénomène en utilisant deux outils, deux concepts, la taxonomie de Bloom et la notion de zone proximale de développement de Vygotsky. Il y a quelques décennies, Benjamin Bloom était à la tête d'un groupe de chercheurs qui a développé une façon très habile de décrire l'apprentissage. Un modèle qui tient d'ailleurs très bien la route encore aujourd'hui. On y présente trois grands types d'apprentissage, le cognitif, l'affectif et le psychomoteur. Certains les nomment plutôt joliment la tête, le cœur et les mains de l'apprentissage. En formation, on a tendance à mettre l'accent sur le domaine cognitif, la tête. Il y a 6 niveaux d'objectifs d'apprentissage dans cette classification, mieux connue par son petit nom, la taxonomie de Bloom. En 2001, cette taxonomie a été révisée par Lauren Andersen et David Kraswohl, et elle ressemble maintenant à ceci. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Élégant, accessible et facile à retenir. Et si on divisait ce schéma en 3 sections, le bas, le milieu et le haut ? Diriez-vous comme nous que mémoriser, comprendre et appliquer sont assez proches d'un point de vue cognitif ? Les 3 actions sont somme toute peu complexes et peuvent être mutuellement exclusives. Je peux appliquer un processus dont je ne me souviens pas par cœur, comme on le fait quand on lit et relit une même recette à chaque fois qu'on l'exécute. Il y a des gens qui se souviennent des choses qu'ils ne comprennent pas. Vous avez certainement déjà entendu des gens chanter une chanson ou réciter une prière sans avoir la moindre idée du sens des mots qui sortent de leur bouche. Certains comprennent très bien des choses qu'ils n'appliquent pas pour toutes sortes de raisons. Et c'est pour ces raisons et d'autres qu'on nomme souvent ces niveaux de la taxonomie les habiletés cognitives de bas niveau, ou tout simplement le bas de Bloom. Il faut bien se l'avouer, un grand nombre d'activités purement formatives se retrouvent dans le bas de l'échelle. Ce n'est pas que ce soit mauvais en soi. Le problème, c'est quand la majorité de l'apprentissage et de la sélection se joue ici. Le haut de Bloom présente des habiletés cognitives de haut niveau. Nous pouvons considérer le haut en 2 groupes, car analyser et évaluer sont souvent intimement liés, surtout du point de vue des activités d'apprentissage. Il nous semble tout naturel de les traiter ensemble. Créer, à notre avis, mérite une catégorie bien à elle, car les stratégies qui lui sont propres sont très différentes de celles mises en œuvre dans l'analyse et l'évaluation. Voyez-vous une progression dans la complexité qui se trame du bas vers le haut ? A priori, oui, mais c'est une sorte de piège. Cela ne signifie absolument pas qu'on doive commencer par mémoriser avant de pouvoir éventuellement créer quelque chose. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que le bas de Bloom est cognitivement moins exigeant que le haut de Bloom. Non pas qu'il faille maîtriser un niveau avant d'attaquer le suivant. En fait, c'est peut-être même tout le contraire qui est nécessaire pour apprendre. Imaginez la situation suivante. Si je vous demandais de vous dénicher un téléviseur flambant neuf avant la fin du mois prochain, si vous n'avez pas exploré ce marché-là depuis longtemps, attendez-vous à une surdose de renseignements techniques. Au-delà du fabricant ou de la grandeur de l'écran, il vous faudra considérer le nombre de hertz, de pixels, 4K ou pas, choisir entre DEL, ACL, OLED, 3D, intelligent ou pas, combien d'entrées HDMI,
le rapport de contraste et bien d'autres choses encore. Allez-vous mémoriser et comprendre tous ces renseignements-là avant d'analyser et d'évaluer les différents modèles? Bien sûr que non. Vous apprendrez en parcourant toutes ces informations. À un moment donné, vous allez trouver deux appareils à peu près similaires de prix différents côte à côte. Et là, vous comprendrez par exemple ce que signifie la différence en nombre de Hertz. Le bas de Bloom sera plus clair au fur et à mesure de votre exploration dans le haut de Bloom. Wow. Si on ramène ça en face-à-face pédagogique, si vous avez pour objectif que vos apprenants retiennent ou comprennent quelque chose de nouveau, peut-être bien que la meilleure activité d'apprentissage pour eux est cognitivement plus exigeante qu'on pourrait le soupçonner au départ. Peut-être bien, si l'objectif est de devenir plus habile à appliquer un concept, que le meilleur concept d'apprentissage soit lié à la création. Eh bien, c'est trouvé. Des activités de création à tout moment et tous les apprentissages se réalisent à la perfection, n'est-ce pas? Eh bien non encore, c'est un piège. Le défi doit se trouver à l'intérieur d'une certaine limite. C'est à ce moment-ci qu'intervient le concept de zone proximale de développement. Lev Vygotsky était un psychologue russe. Il s'est intéressé au développement de l'enfant et à l'éducation. Dans les grandes lignes, on peut expliquer la zone proximale de développement de la façon suivante. Disons que ceci représente ce que vous savez déjà, ce que vous maîtrisez. Si on vous propose une tâche qui se trouve à l'intérieur de cette région-là, elle risque de vous paraître prévisible, peu engageante, voire fastidieuse. Et ça, c'est la limite de ce que vous êtes capable d'apprendre par vous-même. Les activités d'apprentissage qui se trouvent dans le voisinage sont perçues comme des défis engageants. Peut-être qu'il faudra collaborer avec d'autres personnes, mais l'activité est somme toute accessible. Elle est là, la zone proximale de développement. Si on dépasse cette limite-là, le défi est tout simplement trop grand. L'apprenant risque de se décourager, de ne pas s'engager dans l'activité ou plus probablement de l'abandonner. Évidemment, la zone proximale de développement est différente d'un individu à l'autre, et ce qui tombe dans chacune des régions évolue au fil des apprentissages. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de prendre ce raisonnement, cette idée de la zone proximale de développement, et de le fusionner avec la taxonomie de Bloom. On obtient donc 3 disques. Ceci représente ce que vous avez déjà mémorisé, ce que vous avez compris et ce que vous savez appliquer. Ce qui se trouve ici est à votre portée et avec un peu d'aide, vous pourriez appliquer, comprendre et éventuellement mémoriser ceci. Mais ça, c'est tout simplement trop difficile. Au niveau suivant, on trouve les stratégies et les processus que vous mobilisez pour l'analyse et l'évaluation. Comme c'était le cas plus tôt, ces stratégies et processus sont nouveaux. Ceux-ci demanderont de la collaboration ou du mentorat. Et cela, il vous échappe probablement complètement. Au niveau de la création, les habiletés et les compétences d'innovation que vous maîtrisez se trouvent ici. On parle ici de combiner des éléments de façon novatrice, de la capacité d'abstraction, des catalyseurs d'inspiration, de la résolution de problèmes et d'autres stratégies et processus créatifs. On pourrait encore faire intervenir l'ampleur du projet de création ici. Et encore une fois, oui, je le peux. Oui, je le peux avec un ami. Et oui, je le pourrais avec un peu de temps. Une idée vaut la peine d'être explorée. Nous pensons que l'activité d'apprentissage choisie doit demander à l'apprenant de mobiliser des savoirs déjà connus ou maîtrisés, d'un autre niveau de la taxonomie de Bloom. Si l'activité d'apprentissage en elle-même tombe dans votre zone proximale de développement, en même temps que l'apprentissage ciblé, il y a de très bonnes chances que cette activité prenne la priorité au détriment de l'apprentissage qui était visé au départ. Un exemple. Imaginons que la tâche qui vous est proposée est de créer une présentation multimédia où vous expliquerez quel système de gouvernement est le meilleur entre le parlementaire et le présidentiel. L'apprentissage désiré par le pédagogue ici est que l'apprenant découvre et comprenne les différences entre les deux formes de gouvernance. Un travail d'analyse et d'évaluation sera de loin préférable à un exercice de mémorisation. Jusque-là, magnifique. Mais si les stratégies de communication et la compétence à exploiter, ici les technologies nécessaires à la création de la présentation multimédia, représentent un défi supplémentaire et simultané, il y a de fortes chances que l'apprenant consacre un temps fou à affiner sa communication et à explorer le logiciel au lieu d'apprendre les similitudes et les différences entre les deux formes de gouvernance. A l'inverse, si l'apprenant est à l'aise avec la technologie et que ses stratégies de communication sont solides, eh bien la tâche est en plein dans le mille. La nuance à retenir ici est que chaque apprenant aura des zones proximales de développement différentes. Voyez-vous comme la technologie peut devenir l'ami de la pédagogie comme son ennemi. La technologie ne devrait jamais être considérée comme un apprentissage en tant que tel. Comme c'est le cas dans les meilleures activités d'apprentissage,
La technologie est un outil de création extraordinaire. Elle est incomparable pour l'analyse et l'évaluation parce qu'elle permet d'organiser l'information plus efficacement, d'étudier des données sous différents angles. Et qui s'en passerait comme outil de référence aujourd'hui? Mais c'est aussi très important de tenir compte de la zone proximale de développement. Elle ne sera pas la même d'un apprenant à l'autre. Il n'y a pas de raison réellement valable de demander à tous ces apprenants de produire la même chose de la même façon en utilisant les mêmes outils. La même cible, d'accord, mais la même façon d'atteindre la cible, pourquoi? Des objectifs communs, c'est important, mais les moyens que l'on prend pour les atteindre n'ont pas besoin d'être communs. J'espère que cette petite approche théorique pourra vous être utile dans votre pratique de formateur ou d'enseignant. Et merci encore de nous avoir suivis.